C'est avec plaisir que je vais vous présenter cette conférence sur Paul-Henri, dit Henri Lecomte, et ne pas confondre avec le tennisman, parce que là, on n'est pas du tout dans la même cour. Mais bon, voilà. Je vais donc vous présenter tout cela selon... Voilà, ça marche bien. Selon donc ce plan, d'abord, on parlera bien sûr de sa jeunesse, de sa formation et sa carrière. Ensuite, Henri Lecomte, l'explorateur, ça c'est très peu connu, mais c'est vrai qu'il a fait quand même énormément d'exploration. Henri Lecomte, l'écrivain scientifique, bien sûr, une vie récompensée, et puis je passerai bien sûr par une conclusion. Alors pour présenter ce grand personnage, on va déjà voir un petit peu sa jeunesse. Alors il est né à Saint-Nabord, le 8 janvier 1856, donc c'est dans la vallée de la Moselle, vous connaissez, près de Remiremont. Et sa mère est Marie-Claire Mougel, enfin Marie-Claire bien sûr, Marie-Claire Lecomte, mais née Mougel. Son père Jean-Dominique, et ce sont deux cultivateurs. Mais deux cultivateurs qui sont de Trougemont, exactement, sur Basse-sur-le-Rue. Donc là, on peut se demander pourquoi Paul-Henri Lecomte est né à Saint-Nabord, puisque ses 5 frères et sœurs sont nés tous à Basse-sur-le-Rue. Bien, c'est tout simple, c'est que Madame Lecomte était chez ses parents. Son père était aubergiste à Saint-Nabord, et donc il est tout à fait normal que donc Henri Lecomte soit né à Saint-Nabord. Bon, soit dit en passant, ils sont vite repartis vers la ferme du Trougemont qui se trouve sur Basse-sur-le-Rue. Et donc là, on va voir cette ferme qui est ici, une photo qui m'a été transmise par d'arrière-petit-cousin de la famille Lecomte, Jean Couval, et qui m'a donné donc pas mal d'éléments, et qui par la suite de nos entretiens a déposé les archives de Paul-Henri Lecomte aux archives départementales d'Épinal. Et j'ai eu alors le grand privilège d'avoir été le premier à ouvrir ces archives. D'avoir tout l'accès à ces carnets, à pas mal de documents sur Henri Lecomte. Donc là, il va faire toute sa jeunesse sur la ferme du Trougemont, et va à l'école tout près, à l'école de Le Planois, qui se trouve sur le territoire de Basse-sur-le-Rue. Et apparemment, c'est je dirais, quelqu'un de très studieux, et il va tenter à 16 ans l'entrée à l'école primaire, l'école normale primaire de Mirecourt, soit à 80 km de chez lui, en gros. Et pendant 3 ans, il va bien sûr apprendre à être instituteur, mais surtout, il va suivre toutes les expéditions botaniques, enfin expéditions entre guillemets, puisque c'est autour de Mirecourt, et ces expéditions botaniques qui vont être organisées par son professeur d'histoire naturelle. Donc là, il prend goût effectivement à la botanique. Et puis, donc là, il va donc ensuite, en 1875, être nommé instituteur adjoint, à Certigny d'abord, puis à Épinal en 1876, en 1877, à Bruyères. Donc vous voyez, il ne sort pas des Vosges pour le moment, il est bien accroché à ses Vosges natales. Alors il faut dire aussi que voilà sa fiche matricule militaire. Enfin, il n'a pas été militaire justement, puisqu'il était engagé comme instituteur, et il y avait un engagement décennal qui faisait qu'il ne faisait pas son service militaire.
Et là, on peut voir, bon, là, qu'il a des yeux roux, qu'il a bon, il y a toutes ces caractéristiques donc physiques. Donc voilà. Et donc il va et là, bon, on voit très bien que là, il est dégagé des obligations militaires comme ayant réalisé un engagement décennal, avis du 24 janvier 1901. Et donc, il est donc instituteur. Alors, pour lui, ça, je dirais, ça suffit pas parce qu'il apprend en autodidacte le latin, il va passer son baccalauréat et la réussite de ce diplôme fait que il va pouvoir être répétiteur dans un lycée. Donc, il va demander à être répétiteur dans un lycée. Et là, le premier lycée dans lequel il va être nommé, c'est le lycée de Chaumont. Donc, en 1879, il y rentre le 4 février 1879. Et bon, mais là, alors, il doit quand même rembourser ses études, au moins une partie de ses études, parce que là, je dirais qu'il sort de son engagement en tant qu'instituteur. Il n'aura pas fait ses 10 ans d'instituteur. Et donc, il va falloir qu'il rembourse 358 francs. Alors, j'ai essayé de calculer tout ça, ça fait quand même 1500 € actuels. Hein, donc, ça fait quand même une belle somme pour un instituteur adjoint. Donc, bon, il ne va pas rester très longtemps au lycée de Chaumont. Il va venir au lycée de Nancy. L'actuel lycée Poincaré, bien sûr, qui n'était pas encore lycée Poincaré, n'est-ce pas, Dominique? Puisque là, bon, il n'avait pas été encore nommé du nom de ce grand savant Henri Poincaré. Alors lui, bon, il prend l'opportunité, je dirais, de suivre des cours à la faculté de sciences de Nancy, et bien sûr dans la faculté de sciences, dans son coin privilégié, c'est-à-dire la botanique, et il aura comme professeur le professeur Georges Lemonnier, qui est co-auteur de la 3e édition posthume de la Flore de Lorraine de Dominique-Alexandre Gaudron. Dominique-Alexandre Gaudron étant décédé en 1880, il avait sur son bureau encore le manuscrit de la 3e édition de la Flore de Lorraine. Et là, c'est Lemonnier et Flich, donc un professeur de Landgraf, oui, c'était Landgraf, qui donc vont faire cette 3e édition donc, de la Flore de Lorraine de Gaudron. Et en seulement 4 années de faculté, il obtient 2 licences. L'une de sciences naturelles en 1881 et l'autre de sciences physiques en 1883. Alors, ces diplômes lui ouvrent le droit de présenter en 1884 le concours de l'agrégation. Or qu'il réussit haut la main puisqu'il termine premier. Donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un d'assez formidable. Il faut dire qu'il est bien lancé dans les études et de ce fait, il ne trouvera pas de compagne pour la vie. Il restera célibataire tout au long de sa vie. Alors bon, il est nommé donc comme professeur au lycée Saint-Louis à Paris et profitant de la proximité du Muséum naturel d'histoire naturelle, il fréquente notamment ce qu'on appelle le laboratoire d'organigraphie et de physiologie végétale dirigé par Philippe Van Tieghem. Et en 1889, il présente une thèse de doctorat à la Sorbonne dont le sujet est le libère des angiospermes. Donc, on était en plein dans l'étude justement des différents tissus donc végétaux, et là, il a pris ce thème pour sa thèse de doctorat. Donc, il aura comme examinateur, donc Edmond Hébert qui est un géologue, Yves Delage un zoologiste, et Gaston Bonnier que tous les botanistes, qu'ils soient bons ou moins bons d'ailleurs, c'est Gaston Bonnier qui a fait une flore de France, qui a beaucoup travaillé sur cette flore de France, première grande flore de France, je dirais, avec celle de Coste, qui était donc dichotomique. Et
qu'on a pratiquement tous eu dans les mains, hein, parce que quand on faisait un peu de botanique, effectivement, on s'est lancé là-dessus. C'est comme ça que j'ai commencé la botanique. C'était pas très simple, mais ma foi, il fallait y passer. Donc ensuite, en 1902, il prend l'intérim du laboratoire colonial du Muséum national d'histoire naturelle, alors qu'il est encore professeur, hein, donc dans les lycées de Saint-Louis et de Henri IV. Et il y met toute son énergie. Et donc, voilà, ici. Et donc, voilà que les titulaires, Léon Gaston Seurat, zoologiste, et Auguste Chevalier, botaniste, vont faire une expédition et lui donnent cet intérim. Et ils retrouvent à leur retour alors quelque chose de très bien organisé. Là, ils étaient éberlués par le fait que Henri Lecomte ait bien organisé leur service et ils en seront reconnaissants. Et ce qui fait que, bon, en 1906, il est nommé professeur de botanique, classification et famille naturelle, donc à ce muséum, où il succède à Édouard Bureau, à la direction des services des herbiers de laboratoire de Fanerogamy. Il s'attache alors à mettre à jour les collections de plantes accumulées et non encore déterminées provenant de territoires coloniaux. Alors ça va être très important parce que effectivement, il est quand même très axé sur la botanique coloniale, pour la botanique tropicale entre autres. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et donc au niveau de sa carrière, il va la terminer le 22 janvier 1931 et décédera le 12 juin 1934. Il n'aura pas eu, je dirais, beaucoup d'années, de retraite. Il est mort donc de maladie dans un établissement hospitalier. Alors on va parler d'Henri Lecomte, l'explorateur. Alors ça, c'est assez faramineux, parce que dès 1893-1894, il fait une expédition Congo-Gabon. Et là, on voit l'article dans c'est pas l'Est républicain, n'est-ce pas? Pas encore. Lecomte, professeur au lycée Saint-Louis, à Paris, frère de Monsieur Lecomte, avoué à Remiremont, originaire de Basse-sur-le-Rue, vient de s'embarquer à Marseille sur le même navire que le général Dodds, en compagnie du capitaine Cornille et de Monsieur Regnault, ingénieur des mines. Ces messieurs se rendent au Congo chargés d'une mission d'exploration par la Société du Congo. Alors, cette expédition, c'était essentiellement pour trouver, je dirais, un chemin pour faire un chemin de fer, là, pour pénétrer dans le Gabon et rejoindre le Congo, les fins fonds du Congo. Pendant ce temps-là, donc Henri Lecomte, lui, va se promener tout le long de la côte, alors du sud de la carte, là, donc qui s'appelle ici Pointe-Noire, jusqu'à Libreville. Alors, vous voyez un petit peu le travail qu'il va faire, enfin le parcours, d'août 93 à juin 94. Alors, il passe par le Cap Lopez, Port-Gentil, actuel, la lagune de Fernand-Vaz, Mayumba, dans la vallée inférieure de Kouilou, le long de la rivière Loango. Revenu à Paris, il commence alors le travail de détermination de 800 échantillons qu'il a récoltés. Donc, vous voyez, il a bien travaillé. Il s'est également découvert une vocation pour l'étude des cultures coloniales. Donc, ça, vous voyez déjà là, je pense qu'au niveau physique, c'était quelqu'un quand même d'assez formidable, parce que pour faire tout ce parcours, je pense qu'il en a fait quand même une partie peut-être avec quelques véhicules, mais c'était souvent à pied. Et sous des tropiques, c'est peut-être pas quand même très facile. Les randonneurs me comprendront. Alors, partant, je dirais, de cette bonne connaissance du milieu tropical et, je dirais, de la végétation tropicale, eh bien, Henri Lecomte va être explorateur encore plus, puisque en 1898, on lui demande d'expérimenter aux Antilles françaises et en Guyane l'acclimatation de plants d'EVA, producteurs de caoutchouc,
et de palanquium, producteur de gutta-percha. Alors gutta-percha, c'est une gomme naturelle servant d'isolant électrique, mais également fabriquer des objets de chirurgie, des vêtements, des chaussures. Bon, il paraît qu'aujourd'hui, des dentistes l'utilisent encore. Alors bon, c'est ce que justement quelqu'un de la santé m'a dit. Donc, c'est quand même relativement important. Alors, ces plantes avaient été récoltées à Java par un pharmacien en chef des colonies, Édouard Raoul. Et celui-ci étant décédé peu après son retour à Paris, c'est Henri Lecomte qui a la tâche d'aller expérimenter l'acclimatation des plants récoltés. Alors, le 12 juillet 1898, le bateau Le Ferdinand Lesseps de Lesseps embarque Henri Lecomte, qui a pris soin de placer les plants d'Hévéa et de palanquium dans les caisses vitrées qu'il surveille de près. Et donc, il va faire toute la côte espagnole. Bon, il va faire quelques arrêts. Et c'est là qu'on voit que dans ses écrits que j'ai retrouvés, il était quand même pas, je dirais, indifférent à la gente féminine, puisque bon, il admirait les jeunes Andalouses qui faisaient du flamenco. Enfin bon, c'était quand même bon. Il n'était pas du tout misogyne, je dirais. Et donc là, il va arriver le 29 juillet à Fort-de-France. Et là, il va faire les plantations. Et donc, bon, après, on ne dit pas si elles ont réussi ou pas, s'il y a eu une continuation. D'autant plus que, d'après ce que j'ai appris, c'est que quand le CIRAD a été créé en France, il a abandonné tout ce qui était la documentation qui était avant, avant cette création, ce qui fait que tout a été dispersé. Je dirais, bon, il n'y a pas eu grand-chose gardé de ces expériences. C'est un peu dommage. En 1903, le gouverneur du Sénégal, qui avait quand même une oreille attentive à ce qui se passait, lui demande de faire une étude de la culture du cotonnier et de l'arachide en Égypte, afin d'en rapporter les données qui pourraient être utiles pour faire le développement de l'agriculture au Sénégal. Bon, il entreprend une expédition en Égypte. Alors, on peut voir dans ses carnets, il note vraiment tout. Il note les méthodes. Donc là, il arrive d'abord à Alexandrie le 11 août à 7h du matin. Il visite ensuite un certain nombre d'exploitations. Il fait des croquis de tout, il note tout. Il fait des comptes rendus sur les rendements, sur les coûts d'installation, etc. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est très précis. Et donc, il va rester dans ce pays pas très longtemps, au moins une semaine. Bon, rien n'est mis dans ses carnets. J'ai pu reconstituer un petit peu, mais c'est pas obligatoirement très, très facile. J'ai retranscrit tous ces carnets pour les archives, mais il y a quelques mots qui manquent. Il va falloir que je retourne pour essayer de trouver un petit peu les quelques mots qui manquent. Mais enfin, l'essentiel y est. Ensuite, il ira voir en Algérie ce qui se passe grâce à Charles Jonard, le gouverneur, qui trouve intéressant de tenter des cultures de plantes tropicales, donc en Afrique du Nord, et notamment d'essayer d'acclimater le cotonnier en Afrique du Nord, enfin en Algérie principalement. Donc voilà, et donc il continue ses missions à l'étranger et principalement donc dans les pays chauds. Alors là, une grande expédition, vous voyez, 1911-1912, il va traverser toute l'Eurasie pour arriver en Indochine. Alors cette expédition, c'est pour récolter des espèces dans le but de compléter la collection du muséum pour réaliser une flore d'Indochine. Alors bon, ça c'est quand même important, c'était nos colonies. Il fallait donc bien connaître, en fin de compte, la flore de nos colonies. Alors, c'est un long trajet, bien sûr. Il commence à traverser de l'Europe et de l'Asie par les trains Orient Express et transsibériens.
Bon, il part avec un de ses élèves et collaborateurs, qui est Achille Finet, avec lequel il a, je dirais, d'excellents rapports. Et donc, d'abord, il va à Vienne, bien sûr, où il arrive le 29 juin. Ils sont hébergés à un hôtel du Ring. Donc, le Ring, c'est, comme chacun le sait, c'est l'anneau qui entoure Vienne, qui est très joli d'ailleurs, c'est très bien. Vienne est une ville magnifique. Il profite donc de cette brève étape pour visiter la capitale d'Autriche-Hongrie. Le vendredi 30, il repart pour Varsovie. Ils y arrivent à 7 heures du matin, après, alors, ce qu'il dit, un voyage assez fatigant dans un train mal organisé. Là, il était quand même un peu fâché parce que c'était pas trop bien organisé, tout ça. Arrivé le dimanche 2 juillet à Moscou, le comte est fini, il reste jusqu'au 5 juillet, et ils prennent le temps de visiter quelques monuments, bien sûr, et le jardin botanique, dont il connaît le directeur, qui est M. Golinky, et qu'il a rencontré l'année précédente. Et donc, il leur fait faire, ce M. Golinky leur fait faire le tour du jardin botanique. Et Henri Lecomte qualifie le jardin botanique de 5 hectares, donc c'est assez petit. Hein, notre jardin botanique à Nancy fait 35 hectares, donc vous voyez, c'est quand même un peu plus... Mais enfin, depuis, je pense qu'ils ont peut-être agrandi le jardin botanique de Moscou. Assez petit, mais bien tenu, dit-il. Alors, ils reprennent le train. Henri Lecomte note tout au long du voyage les plantes et les paysages qu'il rencontre, et même les personnages, etc. Et il trouve qu'il y a beaucoup de paysages, au passage, qui ressemblent à ses Vosges natales. Il le note. Alors, ils arrivent à Vladivostok et ils visitent un musée qui s'avère bien décevant. Je comptais y trouver des fossiles végétaux provenant des houillères, mais il n'y a rien. Vraiment, là, il est très déçu. Donc, il va falloir voir si à Vladivostok, ils ont enrichi leur musée. Bon, on demandera aux géologues. Je ne sais pas si... donc, Bernard a visité ce musée. Alors, de Vladivostok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont embarquer sur le bateau à vapeur Pansa, qui les amène au port japonais de Tsuruga. Ainsi commence ce voyage de prospection à l'Extrême-Orient. Ce sont d'abord les jardins nippons de Tokyo et de Nikko. Leur périple les conduit à Java, où ils visitent, alors, voilà, Nikko. Alors, les jardins de Buitenzorg et les jardins de montagne de Chibodas. Ce sont de véritables Édens pour les botanistes et ils y restent 6 semaines. Vous voyez, là, ils trouvent que c'est très intéressant, donc là, ils vont y rester quand même un bout de temps. Et le but de cette expédition étant de compléter la collection des plantes originaires d'Indochine n'est pas oublié. La recherche de flore dans les régions, dans les régions du Tonkin, le gros Haut-Tonkin, pour récolter les plantes d'altitude. Donc la manne aussi du centre fait l'objet de récoltes sur les sols sableux. Et le comte relève le rôle de la stabilisation des sables par les Melaleuca. Et ce sont 2400 échantillons qui se trouvent mis sous presse en attendant leur détermination et classés dans les herbiers du muséum. Vous voyez là, il a fait quand même un très très gros travail. Hein, si on ajoute aux 800 échantillons du Gabon et puis ces 2410 échantillons donc trouvés dans cette région, eh bien, on a quand même quelque chose d'important. Alors là, on va passer, bien sûr, à l'écrivain scientifique. Bon, l'écrivain scientifique, on voit que de toute façon, c'est quelqu'un qui veut absolument dispenser ses connaissances, en faire profiter, je dirais, tout le monde. Et bien sûr, il a commencé très tôt. Un professeur au lycée Saint-Louis et Henri IV, il a publié donc cours de zoologie en 1888, des notions de botanique en 1904, cours d'histoire naturelle pour l'enseignement primaire supérieur
donc, et éléments d'anatomie et de physiologie végétale à partir de 1905. Et tous ces documents ont été édités, réédités. On voit que, bon, effectivement, ce sont des documents, je dirais, vraiment intéressants et de référence. Hein. Donc, c'est quand même important, ces choses-là, mais il va aller encore plus loin, puisqu'il va participer à des revues scientifiques. Là, je vous en ai montré 2, mais il y en a beaucoup plus. Et je ne parlerai pratiquement que de celle-ci, parce qu'effectivement, j'aurais pu avoir 2 heures, j'aurais pu vous en parler pendant 2 heures, mais c'est pas le but. Et puis en plus, au bout de 2 heures, de toute façon, vous en auriez eu marre. Donc, donc, en 1897, il est premier rédacteur en chef de la revue Culture coloniale, créée par Albert Millet-Poutingon. Et donc, ça, c'est cette revue qui est quand même importante, et ça rentre tout à fait, je dirais, dans ses compétences, puisque là, il est en plein dans les cultures coloniales qu'il pousse, je dirais. Il aime bien, justement, donc dispenser cette connaissance. Et en 1909, alors il fonde un périodique qui s'appelle Notula, ou Notulé, plutôt systématiqué, dans lequel ils sont publiés les diagnoses des espèces nouvelles de l'herbier du muséum, et dans laquelle on peut trouver un peu plus de 200 diagnoses donc qu'il a faites lui-même à partir donc de ses observations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a décrit un certain nombre de plantes, et ces plantes, bon, il y en a certaines qui sont encore dans les catalogues, dans les référentiels, si on peut dire, d'autres qui ne le sont plus, mais tout ça, c'est je dirais, bon, l'histoire, en fin de compte, de la taxonomie, qui fait qu'une plante, bon, elle peut être décrite, et puis après, elle va être reprise et puis renommée d'un autre nom, pour certaines raisons, mais toujours est-il qu'il a fait toujours plus de 200 diagnoses. Et cette publication durera quand même jusqu'en 1960. Donc vous voyez, ça dure quand même plus de 50 ans, et c'était quand même une belle publication, et qui fait encore référence maintenant. Alors bien sûr, il va profiter de tout ce travail qu'il fait sur les plantes, notamment, bon, je dirais alimentaires, mais aussi, je dirais, utiles à l'homme. C'est ainsi qu'il a fait donc plusieurs ouvrages, tels que le cacaoyer, en 1897. Bon, cacaoyer, ça fait 120 pages quand même. Le coton, alors là, ça fait beaucoup plus, c'est 507 pages en 1900. Donc, ce sont véritablement des encyclopédies. J'en ai vu, mais alors c'est assez formidable. Quand même. Le vanillé, donc en 1901, donc 222 pages. Alors, il faut dire effectivement que ça relate l'histoire de la plante, bien sûr. Il va parler de l'histoire de la plante, comment on l'utilise, comment on l'a utilisé dans le passé, comment on l'utilise encore aujourd'hui, sa description botanique, bien sûr. Ça, c'est important. Les conseils de culture, les rendements prévisibles, et pour aller jusqu'au coût d'installation des cultures. Donc, vous voyez, ce sont des ouvrages qui sont très complets et qui permettent justement aux gens qui font culture de ces végétaux d'avoir des références et de pouvoir effectivement mener à bien leur projet quand ils se lancent dans ces projets. Alors là, le gros ouvrage, je dirais, c'est l'œuvre principale. C'est bien sûr la Flore d'Indochine, qui a été commencée en 1907 et qui ne sera pas terminée à son décès, mais comme il s'était entouré quand même de nombreux scientifiques qui donc participaient chacun à une partie de la rédaction de cette flore, lui, c'était donc, je dirais, réservé le traitement de 24 familles, dont les aracées, les lauracées, les népatacées et bien d'autres, bien sûr. Donc, j'en ai cité que 3, là, mais il y en a encore 21 à citer.
ce que je ne ferai pas, mais bon, on peut revoir ça. Et donc, les derniers fascicules de cette œuvre sortiront de l'imprimerie en 1951. Donc, l'année de ma naissance. Donc, vous voyez que là, bon, c'était une grande œuvre, effectivement, sa grande œuvre, et on verra, il aura été quand même bien récompensé. Et parallèlement, il a fait un atlas des bois d'Indochine en 1919. Alors, quand on voit la planche qui est ici, hein, pour donc un arbre donc, qui est donc indochinois, on se représente un petit peu des choses. Et il faut rapporter un petit peu ce qu'avait fait, pour ceux qui le connaissaient, Jean Venet, sur les bois indigènes, bien sûr, pas les bois tropicaux. Et on retrouve pratiquement la même chose, si on peut dire, dans ce qu'a fait Venet. Je dirais pas qu'il a copié, parce qu'effectivement, Jean Venet, que j'ai connu, était quelqu'un de très bien et donc a fait les choses formidablement. Et donc, vous voyez, mais là, tout a été écrit à la main. Donc, c'était une œuvre quand même importante. Alors, on va presque terminer sur une vie récompensée, parce que quand vous voyez tout ça, et encore, je vous donne un petit aspect, en fin de compte, de la vie de ce grand homme. C'est quand même quelqu'un qui a obtenu un certain nombre de récompenses, notamment à l'exposition internationale de Paris en 1900, par laquelle il a travaillé. Il a travaillé quand même beaucoup à cette exposition, notamment pour tout ce qui était la production agricole et forestière dans les colonies françaises, que vous voyez ici. Il a fait quand même énormément d'écrits aussi pour cette exposition, et puis participer à l'installation de cette exposition. Alors, en 1900, il reçoit aussi la médaille Olivier de Serres. Donc, vous voyez, c'est quand même une chose importante. Bon, je vais pas dire toutes les autres récompenses qu'il a eues avant. Dès la faculté de sciences de Nancy, il a déjà eu des médailles pour son travail, son excellent travail. Alors ensuite, bon, on peut dire je vais dire que j'ai pas indiqué là, mais il y a la Société géographique commerciale qui lui décerne la médaille Caillé en 1904. Bon, en 1910, il devient président de la Société botanique de France. Bon, le prix Gay, en 1915, je l'ai relevé parce que là, il y a quand même une phrase dans le compte-rendu des commissaires qui est important. C'est l'Académie des sciences, donc il lui remet ce prix Gay, et qui, donc en 1915, et qui met « Il est difficile de répondre de façon plus parfaite à ce programme que ne l'a fait Monsieur Lecomte ». Vous voyez déjà vraiment la grande qualité de cette personne au niveau du rendu intellectuel de ce programme. Et ce programme, c'était effectivement la flore d'Indochine. Et en fin de compte, il n'y avait pas encore tout. C'est-à-dire que là, il n'y avait que quelques fascicules qui avaient été faits pour le moment. Donc, à l'élection de l'Académie des sciences, en 1917, alors là, il reçoit une belle lettre de ces bleus, comme on disait, dans le temps de l'école primaire, primaire de Mirecourt, l'école normale primaire de Mirecourt. Et il leur répond une belle lettre, d'ailleurs très sympa, mais il conclut en quelque sorte en disant « Dans les circonstances que nous traversons, le travailleur qui poursuit tranquillement sa tâche dans un laboratoire doit s'effacer, et je vous demande instamment de réserver toute votre admiration pour nos héroïques camarades qui versent leur sang sur tous les champs de bataille pour le triomphe du droit et pour la grandeur de la France. » Vous voyez, lui, il se met un peu en retrait en disant « Bon, moi, je suis quelqu'un de laboratoire, je ne reçois pas les bombes et les obus, j'ai pas les gaz qui vont m'embêter. Donc, vous voyez, voilà ce que je vous dis. Donc,
voilà un petit peu, bon, ce qui montre, je dirais aussi la grandeur du personnage, c'est qu'il est d'une certaine façon modeste et vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut admirer avec, je dirais, du recul, bien sûr, puisque il est mort quand même depuis un petit bout de temps. Mais voilà. Et là, en 1926, il reçoit le diplôme d'honneur de la Société botanique de Tokyo. Alors, ce document, je l'ai obtenu effectivement par les archives départementales donc d'Épinal, des Vosges. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le japonais, mais bon, moi pas. Mais ça fait rien. Bon, je dirais, il était très beau et je voulais le montrer parce que ça montre aussi que internationalement, c'était quelqu'un qui était très, très respecté. Alors bien sûr, bon, je dirais que l'État ne l'oublie pas. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1904, puis bien sûr officier de la Légion d'honneur en 1921. Et alors, sur sa tombe, j'ai vu qu'il était indiqué qu'il est également commandeur de l'ordre du Dragon d'Annam. Donc, c'est une région donc, d'Indochine. Et c'est le gouverneur de l'Annam qui lui a donc donné cette distinction. Alors, bon, on arrive à la fin de mon propos. Je voudrais souligner que déjà en 1938, il est donc mort en 1934, soit 4 ans après son décès. Donc, il y a une stèle en son honneur qui a été érigée donc à Basse-sur-le-Rue, devant la mairie. Elle s'y trouve encore, sinon qu'elle a été un peu déplacée, bon, pour des raisons de voirie. Mais bon, toujours est-il que bon, on reconnaît encore donc Paul-Henri Lecomte. C'est bien Paul-Henri Lecomte sur la stèle. Alors, il y a une foule importante, comme vous le voyez, qui s'est déplacée, parce qu'effectivement, il était très reconnu, même dans les Vosges. Il allait souvent dans les Vosges, et jusqu'au décès de... Bon, son père est mort assez rapidement, et sa mère y est restée, et il allait très souvent voir sa mère et ses frères et sœurs. Donc, il a été, de toute façon, très apprécié pour tout son travail et pour sa puissance de travail et ses qualités humaines, bien sûr. Et donc, important et intéressant de vous présenter les travaux et les apports pour la science botanique de ce grand personnage méconnu et quelque peu oublié. Alors, je voudrais remercier quand même un certain nombre de personnes. Pour une personne la personne que je nomme pas ici, mais qui va lancer dans cette étude, parce que je connaissais de nom Henri Lecomte, mais botaniste, bien sûr, je connais l'autre aussi, mais je connaissais Henri Lecomte, mais je connaissais pas, bon, je dirais, le fin mot de toute sa vie. Et c'est donc Jean-Yves Concé, qui est conseiller financier de la Société botanique de France, qui me téléphone un jour et qui me dit « Bon, est-ce que vous voudriez faire un article pour Journal de botanique sur Henri Lecomte ?» Alors je dis « Bon, je veux bien essayer, je vais voir. » Et là, j'ai eu vraiment une chance extraordinaire. C'est que, bon, j'ai déjà regardé sur Généanet, bien sûr, parce que, bon, je fais aussi un peu de généalogie, et je tombe sur un arrière-petit-cousin qui s'appelle Jean Couval et qui m'a répondu immédiatement à mon message en me disant « J'ai des documents, je peux vous les transmettre. » Bon. Et tout compte fait, il les a déposés aux archives départementales des Vosges. Ce qui est très bien, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été le premier à bénéficier donc de ces documents. Et ce qui m'a fait beaucoup avancer dans l'article que je devais faire. Donc, je remercie bien sûr mon épouse, parce qu'elle a lu énormément de choses. Bien sûr que j'écrivais, elle lit énormément par ailleurs, mais elle relit systématiquement tout ce que j'écris. Mesdames Camille Seigné, agent administratif
de la commune de Basse-sur-le-Rue, qui m'a donné quand même quelques renseignements. Julie Bédès, donc assistante principale de conservation donc aux archives départementales des Vosges. Monsieur Jean Couval, dont je viens de parler. Philippe de Franou, qui est un naturaliste alsacien et qui, lui, est très lancé dans les biographies des botanistes donc lorrains, mais celui-ci, il le connaissait un petit peu, mais c'est bien, je lui en ai appris. Et Michel Steclin, correspondant de Florène, Association des botanistes lorrains pour le département des Vosges, et qui, lui, habite Saint-Nabord. Donc, c'est lui qui a fait les premières recherches. Il a d'abord été cherché donc aux archives de Remiremont, mais aux archives de Remiremont, il n'y a plus rien, ou il y a rien. Par contre, il a pu me donner quelques renseignements, ce que je les remercie pleinement, ce qui a fait que je peux faire cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup.